L'armée russe est désormais aux portes de Kiev et ses chars pourraient commencer à encercler la capitale par le nord. Plus de la moitié des habitants ont fui des combats imminents. Au 16e jour de guerre, Moscou a également bombardé 2 villes à une centaine de kilomètres de la frontière polonaise dans l'ouest du pays. Ce matin, des missiles longue portée et de haute précision ont visé des infrastructures militaires ukrainiennes. Les bases aériennes de Lutsk et d'Ivano-Frankivsk ont été mises hors service. Les images satellites rapportent des mouvements de dispersion et de redéploiement des troupes russes. Elles montrent aussi l'ampleur des destructions dans les zones attaquées par l'aviation russe. Moscou contrôle de larges bandes du territoire ukrainien. Au sud, le long de la mer Noire, la ville portuaire de Mariupol est assiégée, bombardée. Kiev accuse Moscou d'avoir délibérément attaqué un couloir humanitaire. Les habitants manquent d'eau, de nourriture et non plus d'électricité. Au nord, l'attaque de Kiev est imminente. Les combats dans la périphérie sont intenses depuis plusieurs jours. Les volontaires restés sur place s'organisent et creusent des tranchées à de nombreux endroits de la ville pour affronter l'armée russe. Elle pourrait avoir du renfort car Vladimir Poutine a donné son accord à l'arrivée de volontaires étrangers parmi ses troupes. L'Ukraine fait partie de la famille européenne, mais il n'est pas question d'une adhésion immédiate. Réunis en sommet à Versailles pendant 2 jours, le message des 27 chefs d'État et de gouvernement est clair. L'élargissement vers Kiev ne se déroulera pas dans les prochaines semaines. Pour les États membres, la candidature ukrainienne ne fait pas l'ombre d'un doute. Toutefois, selon les dirigeants, il est très difficile de pouvoir mettre en place une procédure accélérée alors que le pays est en pleine guerre. La demande d'adhésion de l'Ukraine est l'expression d'une souveraineté nationale, de son souhait et de son droit à choisir son destin. Aujourd'hui, nous avons ouvert la porte à l'Ukraine dans notre direction. Ils font partie de la famille européenne. Les dirigeants ont aussi évoqué la dépendance européenne à l'égard des hydrocarbures russes, une dépendance qui empêche les 27 d'activer des sanctions plus sévères encore. L'Union importe 40% de son gaz en provenance de Russie et ne peut donc pas complètement couper les ponts. Mais l'Union veut agir vite pour trouver des alternatives. Notre plan prévoit de diversifier nos fournisseurs et de passer aux énergies renouvelables. Au mois de mai, nous présenterons nos propositions pour sortir d'ici 2027 de notre dépendance au gaz, au pétrole et au charbon russe en nous appuyant sur les ressources nationales et européennes. Les 27 vont poursuivre leur soutien militaire à l'Ukraine. Les dirigeants envisagent de débloquer une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Le recours à ce dispositif permet de fournir des armes létales aux forces ukrainiennes. Et des pays qui jusqu'alors avaient une tradition de neutralité autour de la table, je pense à la Suède, ont décidé pour la première fois depuis tant de décennies de participer à ce soutien concret à l'Ukraine. L'Union envisage un nouveau train de sanctions contre Moscou. Elle insiste aussi sur la tenue d'une enquête concernant les accusations de crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine. Être russe et vivre en Ukraine, une situation délicate à laquelle font face aujourd'hui de nombreuses femmes et hommes qui vivent dans ce pays en guerre et dénoncent l'invasion décrétée par le Kremlin. Andrei possède un passeport russe, mais sa vie est à Kiev. Il aimerait pouvoir prêter main forte à l'armée ukrainienne. Je me suis déjà rendu 5 fois au centre d'enrôlement militaire, mais ils ne m'ont pas accepté car j'ai un passeport russe. J'ai essayé une autre voie en allant à Azov, mais cela n'a pas abouti non plus. C'est pourquoi je me porte volontaire. Andrei se dit déterminé à défendre la capitale ukrainienne si les troupes russes entrent dans Kiev. Kiev, c'est aussi ma maison. Comme les habitants de cette ville, je dois et je veux aussi la protéger. Si les troupes russes entrent ici, j'aimerais pouvoir les accueillir avec des armes et non pas les mains vides. À Lviv, près de la frontière polonaise, une ville qui échappe jusqu'ici au bombardement, d'autres ressortissants russes font part de leur honte depuis que cette guerre a été enclenchée par le Kremlin.
Sacha dit avoir le cœur brisé. Elle s'inquiète pour les Russes vivant en Ukraine qui se retrouvent pris en étau. La situation est difficile pour eux, notamment pour les Russes qui vivent en Ukraine depuis longtemps sans raison légale. Je connais des gens qui vivent ici depuis 10 ans sans motif légal. Et maintenant, ils ne peuvent plus aller nulle part, même s'ils le voulaient. Et désormais, les soupçons de la police, des services de sécurité à leur égard sont importants. Les Russes vivant en Ukraine espèrent eux aussi la fin de cette guerre pour continuer à vivre comme avant. Comment est-il possible qu'un drone de la taille d'un avion militaire traverse 3 pays de l'OTAN sans être intercepté? La question est posée par le président croate alors qu'un engin de reconnaissance de fabrication soviétique s'est écrasé la nuit dernière à Zagreb. Le sujet est brûlant au sein de l'Alliance Atlantique à un moment de tension maximale en raison de la guerre en Ukraine. Le drone sans équipage s'est écrasé dans un parc de la capitale mais n'a fait aucune victime. La police croate et l'OTAN ont ouvert une enquête. Tout porte à croire que le drone provient de la zone de guerre ukrainienne, mais on ignore s'il appartient à l'armée russe ou ukrainienne. Il a survolé la Roumanie, la Hongrie avant de tomber sur Zagreb. La capitale croate est à environ 550 km à vol d'oiseau de la frontière la plus proche de l'Ukraine. Du côté de Kiev, le ministère de la Défense nie que l'appareil soit ukrainien. Ne plus dépendre uniquement de la protection de l'OTAN. La guerre en Ukraine pousse de nombreux pays européens à se réarmer. La Suède et la Finlande, non membres de l'Alliance, ne cachent plus leur inquiétude. Stockholm vient d'annoncer une augmentation des dépenses de défense à 2% du PIB. La Finlande pourrait aller plus loin. Sa population semble prête à un changement radical de sa traditionnelle neutralité. Il y a eu un changement historique. Avant, c'était 50% contre et 24%. Et maintenant, c'est 50% pour et 20% contre. Je pense que les gens sont poussés à juste titre par ce que j'appelle la peur rationnelle. La peur que la Russie puisse faire la même chose à la Finlande ou à la Suède. Et en même temps, il y a la rationalité. Nous devons maximiser notre sécurité. Et faisons cela, sinon à court terme, du moins à long terme, par une alliance militaire, l'OTAN et une défense collective. Après avoir consulté les partis politiques sur leur perception de la crise et leur position sur une éventuelle adhésion à l'OTAN, la chef du gouvernement finlandais, Sanna Marin, a indiqué que son pays allait revoir sa politique de sécurité au printemps. Aucune date n'a pour l'heure été fixée pour ouvrir le débat sur une adhésion à l'Alliance Atlantique. Pour l'instant, la priorité semble être de renforcer la coopération en matière de sécurité, à commencer par demander des garanties à ses homologues d'activer la clause de défense mutuelle en cas d'agression armée sur le territoire d'un État membre. Des réfugiés ukrainiens sont arrivés à Leiria, au Portugal, où certains y ont retrouvé des proches vivant dans cette petite ville située au nord de Lisbonne. Pour les héberger, la ville a réaménagé des loges dans le stade de football construit pour l'Euro 2004. Des loges transformées en chambres et décorées avec les couleurs de l'Ukraine pour offrir aux réfugiés épuisés du réconfort. Ils sont extrêmement fatigués, anxieux et sans rien, seulement un petit sac. Dans le stade de Leiria, une cinquantaine de lits sont mis à disposition des réfugiés. Parmi eux, essentiellement des femmes et des enfants. À l'arrivée, ils peuvent compter sur l'accueil et l'aide de la petite communauté ukrainienne de Leiria, bouleversée également par ce conflit. Je suis très inquiète. Mon cœur est en Ukraine. Je vis ici depuis 20 ans, mais toute ma famille et mes amis d'enfance sont là-bas. Les réfugiés ukrainiens espèrent que leur séjour au Portugal ne sera que temporaire, le temps que se termine la guerre en Ukraine. En attendant la fin du conflit, ils doivent recevoir de l'aide, notamment pour travailler, scolariser les enfants et apprendre la langue, afin de s'intégrer dans ce pays, dans lequel certains pourraient à terme décider de s'implanter.